Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors, nous abordons ici un domaine théorique assez différent et parfois un peu exotique par rapport à la vie au quotidien. La relativité restreinte n'est pas un domaine que l'on expérimente dans la vie de tous les jours. Donc nous prendrons le temps de bien expliquer les bases, les fondements. Alors nous ne verrons pas toute la relativité, cela nous mènerait beaucoup trop loin. Il faudrait un temps considérable, ce n'est pas le but de cette étude. Et donc nous verrons juste ce dont nous avons besoin. Mais nous le verrons de manière suffisamment précise. Alors pour pouvoir faire des expériences, des observations, des études de divers phénomènes physiques, on a besoin de données quantitatives, des chiffres précis sur ce qui est observé, mesuré, expérimenté. Et donc on a besoin de mesures, mais aussi de pouvoir attribuer aux objets, aux événements qui se produisent, des positions précises et des instants précis. Pour pouvoir attribuer des positions, on va utiliser des repères. On appelle aussi parfois référentiels. Il y a un peu de flou sur la terminologie, repères ou référentiels. Ce sont des points de vue, ce sont des choses par rapport auxquelles on détermine les positions et les instants. Un exemple bien connu, c'est le système des longitudes et des latitudes, auquel on peut ajouter l'altitude, qui permet de dire, ben voilà, un avion est à tel endroit sur la planète, à telle altitude et à tel instant. On a donc besoin aussi d'horloges, par exemple d'horloges embarquées. Alors considérons deux observateurs, A et B, chacun transportant sa propre horloge. Alors on va tracer ceci. Alors, A va choisir un point de référence qu'idéalement il placera là où il se situe, le point O égale à A, et il va choisir des directions de référence, des directions avec lesquelles il repère les positions. Trois directions qu'on nomme traditionnellement X, Y et Z. Évidemment, ces trois directions spatiales, qui peuvent être quelconques, par exemple Est-Ouest, Nord-Sud, haut et bas. Ici, sur le dessin, bien sûr, je n'ai que deux dimensions, je n'ai pas la profondeur, donc je ne représente que deux, X et Y. Deux directions dans lesquelles il effectue les mesures. Et il va placer le long de ces directions, virtuellement ou en vrai, des étalons de longueur, des mètres, qui vont lui permettre de dire, voilà, telle position, ici, sur l'axe, est par exemple à 3 mètres. B', c'est donc ce qu'on va appeler son système, et alors bien sûr il a son horloge, c'est ce qu'on va appeler le système de référence K. B bien sûr peut faire de même, il peut choisir un point de référence là où il se situe, en O', et choisir des axes X', Y', Z', et il a son propre temps mesuré par son horloge, T', c'est le système K'. Ici, par facilité, ce qu'on fait souvent, on a aligné les axes X et X', et on a choisi Y et Y' parallèles. Ce n'est pas une obligation. On peut faire d'autres choix, et on peut toujours se ramener à celui-là en effectuant des translations et des rotations, ce qu'on applique facilement aux coordonnées X, Y, Z, T. X, Y, Z, T s'appellent des coordonnées. Ainsi, un événement P, qui se produit ici, peut facilement, par projection, avoir une position qui est donnée par le point ici et le point ici, plus celui sur l'axe Z, X, Y, Z, et bien sûr l'instant où il se produit mesuré par l'horloge, T. Et bien sûr, B peut faire de même, et attribuer X', Y', Z', T'.
Notons que c'est une méthode assez intuitive. Ainsi, quand on dit un arbre, l'arbre un tel est situé à 3 km à l'est de ma maison. Ou quand on est en voiture et qu'on dit le panneau là-bas qui est à 10 mètres devant la voiture. C'est donc assez naturel de repérer les choses par rapport à une référence qu'on choisit en général comme étant soi-même, là où on en a besoin. De plus, on va supposer que B peut être en mouvement. Donc B se déplace par rapport à A avec une vitesse V qu'on choisit dans cette direction et avec une vitesse constante qui est donc la vitesse le long de l'axe X. O' se déplace à la vitesse V le long de l'axe X. Un dernier détail, on a deux horloges, une qui indique le temps T, l'autre le temps T'. Et il faut les synchroniser. Parce que si on veut comparer les résultats des deux observateurs, A et B, on doit pouvoir comparer le temps qu'ils ont mesuré. Et donc on doit savoir comment ils ont réglé leur horloge. À partir de quel moment leur horloge indique minuit, ou à quel moment elle indique 0. Et donc un choix assez naturel, c'est que de les synchroniser lorsque les horloges sont l'une à côté de l'autre. Ce qui rend facile, automatique, leur synchronisation. Donc, puisque O' se déplace, B se déplace, on peut choisir l'instant où O égale O' comme étant l'instant T égale 0 et T' égale 0. Voilà pour les règles du jeu. Pour un exemple, on peut considérer par exemple que A est dans une gare, sur un quai, assis, immobile, et B est dans un train qui passe à vitesse V, constante. Il est assis dans le train, immobile par rapport au train. La relativité restreinte utilise deux postulats. Deux postulats seulement, et ça permet de tout construire. Le premier, c'est le principe de relativité restreinte. Celui-ci dit que tous les repères inertiels sont équivalents. Alors, qu'est-ce qu'un repère inertiel? Un repère inertiel, c'est un repère où les lois de Newton sont OK. Par exemple, la loi F égale ma. Et tout repère à vitesse constante est un repère inertiel. Un repère à vitesse constante par rapport à ce repère de référence. Parce que l'accélération de ces repères est 0, puisque leur vitesse est constante. Et donc la loi F égale ma, qui ne dépend que de l'accélération, reste valable. Ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, pour des objets en rotation, comme sur un manège, une force centrifuge est ressentie, force qui n'existe pas lorsqu'on n'est pas en rotation, et on l'appelle une force fictive. On doit l'ajouter aux lois de Newton pour qu'elle soit correcte. Donc on considère ici que les objets inertiels, les repères inertiels. Dire que les repères sont tous équivalents revient à dire que les lois physiques qui vont décrire les phénomènes et que l'on va formuler en utilisant tel ou tel repère, c'est-à-dire les positions, le temps, etc., dans la formulation de ces lois, les lois physiques ainsi formulées doivent avoir la même forme qu'on utilise le repère de A ou le repère de B, qu'on utilise K ou K'. Attention, parce que repère équivalent ne veut pas dire repère identique, bien entendu. Si A voit le train en mouvement, B, lui, il est immobile par rapport au train, il est assis dedans. S'il y a un objet quelconque quelque part, la distance entre A et cet objet et la distance entre B et cet objet ne sera pas la même, elle va même varier au cours du temps. Donc, la description, les positions, les valeurs numériques qu'on donne aux positions, au temps, aux vitesses changent, mais la formulation des lois comme F égale ma
sont les mêmes. La loi F égale ma est valable dans tous les repères inertiels. C'est un principe assez naturel. D'abord, parce que il était facile d'imaginer un repère, un référentiel qui serait absolu, qui serait spécial du point de vue de la formulation des lois physiques. Par exemple, vous pourrez dire, ah oui, mais A est un meilleur référentiel puisqu'il est immobile. Oui, mais immobile par rapport à quoi? Par rapport au quai. B, il est immobile par rapport au train. Pourquoi le quai serait-il meilleur que le train? Parce que le quai est immobile par rapport à la Terre. La Terre, elle n'est pas immobile. Elle tourne autour du Soleil. On pourrait dire, alors prenons le Soleil. Oui, mais le Soleil, il tourne autour de la galaxie, la Voie lactée. Et la Voie lactée, elle est en mouvement. Toutes les galaxies bougent les unes par rapport aux autres. Sans qu'on puisse dire que l'une serait immobile. Par exemple, la Voie lactée et Andromède se rapprochent. Seront en collision dans 1 milliard d'années environ. 1 milliard d'années, c'est loin, bien sûr, mais de toute façon, cette collision ne sera pas catastrophique. Hein. Une galaxie, c'est beaucoup de vide. C'est énormément de vide entre des étoiles qui sont toutes petites par rapport à ces immenses galaxies. Et donc, simplement, les étoiles vont se croiser. Il n'y aura pas de collision, peut-être une sur 200 milliards d'étoiles. Le ciel, sans doute, sera assez spectaculaire à cette époque. Si on est toujours là pour le voir. Donc, difficile de faire un choix de repères qu'on pourrait qualifier d'absolu. Tout ce qu'il existe, c'est des repères plus ou moins pratiques. Par exemple, le repère immobile par rapport au quai, parce qu'on va faire des expériences sur le quai. Le repère de laboratoire, comme on dit aussi. Le repère attaché au laboratoire où on mène les expériences. Le repère géocentrique, quand on a besoin de parler de mouvement sur la Terre. Ou le repère héliocentrique, quand on a besoin de parler du mouvement des planètes. Ce sont des repères plutôt pratiques. Mais tous sont équivalents. Il faut juste passer d'une règle, de changer les coordonnées x, y, z en x', y', z', etc. Et ensuite, le fait de dire que ces repères sont pratiques, c'est justement le reflet du fait que c'est nous qui choisissons les repères. C'est nous qui les définissons. C'est nous qui décidons de mesurer X avec tel étalon, de telle ou telle manière. C'est nous qui choisissons le point de référence, qui choisissons les directions. C'est nous qui posons les règles. Alors ces règles, bien sûr, vont influencer la description des phénomènes. Quand A dit « je vois un objet à 5 mètres de moi », c'est parce qu'il utilise son propre système de référence. Ça donc change la description, parce que B ne va pas dire qu'il est à 5 mètres, il va peut-être dire qu'il est à 100 mètres parce qu'il y a longtemps que je suis passé sur le quai. Donc, ça change la description, mais pas les phénomènes eux-mêmes. En quoi le choix de prendre le point de vue de A ou de B pourrait-il influencer les phénomènes physiques? Si une explosion a lieu quelque part, elle a lieu à la fois pour A et pour B. Si quelqu'un dans le train laisse tomber son billet, B va dire le billet est tombé. Mais A qui est sur le quai, qui voit le train passer, pourra dire aussi, s'il le voit, il pourra dire ah, le billet est tombé pour tout le monde. Donc les phénomènes, eux, sont indépendants du choix que l'on fait. Donc les choix de référentiel influencent juste les valeurs x, y, z, t ou x', y', z', t'. Et ce qu'on a besoin, et ça, c'est là l'objet de la cinématique qu'on étudie à l'école, c'est comment passer de coordonnées là à ces coordonnées là ou l'inverse. La relativité restreinte, à la base, est aussi une formulation avec des postulats différents pour dire comment on passe des coordonnées x aux coordonnées prime. Notons un petit détail. Nous avons dit qu'on fait un choix de référentiel inertiel. Le choix est donc restreint. On se restreint
à ces référentiels-là et pas à tous les référentiels. Donc pas un référentiel accéléré comme celui du tourniquet. D'où le nom de principe de relativité restreint et d'où le nom de relativité restreinte. On se doute bien qu'elle sera généralisée. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons le second postulat qui concerne la vitesse de la lumière. Je vous remercie.